Alors, nous allons parler de la comptabilisation de cette cession et puis de la fiscalité correspondante. Au niveau de la comptabilisation, pas de problème, vous enregistrerez les écritures de cession comme une cession ordinaire. Il n'y a que le prix qui est faible, qui peut changer un petit peu. D'ailleurs, il sera peut-être entièrement amorti au moment de la cession. Hein. Mais vous aurez donc à sortir le compte 215, si on suit le même compte que tout à l'heure, matériel. Vous aurez donc à sortir le compte 2815 pour les amortissements qui ont été pratiqués. Vous aurez donc à dégager le cas échéant au 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, l'éventuelle valeur nette comptable. Et vous aurez à utiliser, mais ça vous savez bien le faire, le 775 pour le prix de vente, le prix de cession, et le 775, bien sûr, prix de cession des éléments d'actifs cédés. Hein. Bien. Donc, comptabilité très classique en fonction des valeurs comptables. Aucune difficulté à ce niveau-là. Est-ce que la fiscalité est d'accord ? Alors, pour la fiscalité, bien sûr, il s'agit d'une plus et moins value. On est d'accord ? Et la plus-value comptable, plus ou moins value comptable, est égale à la plus ou moins value fiscale. Effectivement, nous avons souscrit un contrat, nous l'avons mené à son terme, nous l'avons acheté, la fiscalité reconnaît qu'on a fait un chèque équivalent à la levée d'options, donc il n'y a pas de divergence à ce niveau-là entre la comptabilité et la fiscalité. Donc, manifestement, la plus-value comptable sera égale à la plus-value fiscale. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça n'est pas au programme. C'est-à-dire que si le contrat est cédé en cours de vie sociale, à ce moment-là, il y a d'autres problèmes. Et surtout si on l'a acquis en cours auprès d'une autre société, on l'a amorti, etc. Et là, il y aura des divergences. Mais ça n'est pas au programme du DCG, c'est au programme du DSCG. D'accord ? Donc pour vous, à aujourd'hui, plus-value comptable égale plus-value fiscale. Alors, simplement, comment traiter cette plus-value ? Vous savez le faire, mais il est bon peut-être de le rappeler. Donc, s'il y a une moins-value de cession, on ne sait jamais, eh bien, elle sera toujours traitée à court terme, bien sûr. Mais si on est en présence d'une plus-value, elle pourra être, bien sûr, à court terme si la cession intervient moins de 2 ans après la levée d'option. Hein. Levée d'option, c'est là où on est propriétaire. Il faut attendre au moins 2 ans pour pouvoir bénéficier éventuellement à la fraction long terme. Mais si on cède avant les 2 ans, nous sommes, dans tous les cas de figure, en court terme. En revanche, après ce délai, la qualification fiscale va dépendre du régime fiscal qui s'applique à la société. Prenons d'abord le plus facile. Pour une société soumise à l'IS, vous savez que depuis 1997, le long terme n'existe pas pour ce type d'opération. Donc, si nous sommes, alors peut-être il faudrait réaliser, voilà. Si nous sommes en présence d'une société soumise à l'IS, eh bien, c'est la totalité, il n'y a pas de calcul à faire, c'est la totalité de la plus-value qui sera imposable au taux de droit commun. Et le taux classique, 33 1/3, etc. Par contre, c'est si nous sommes chez une société qui relève de l'IR, là, attention, parce que là, il peut s'appliquer, et nous avons une difficulté qui arrive, c'est peut-être la seule au niveau de ce premier thème, crédit bail immobilier, une difficulté qui arrive. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le long terme risque d'être applicable. Par rapport à la plus-value, nous allons dire, il y aura une fraction à court terme, et l'excédent sera qualifié à long terme. Et là, j'ai une ou deux choses à vous préciser. Pour le court terme, vous êtes habitués. C'est la fraction correspondant aux amortissements pratiqués. Or, nous avons pratiqué des amortissements, puisque depuis la levée d'option, nous sommes propriétaires et nous appliquons des amortissements. Ceci ne vous pose pas de problème. Par contre, il y en a un. Et maintenant, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'administration fiscale considère que ce n'est pas un contrat, que c'est un moyen de financer et que donc ne voit que le bien au lieu du contrat. Or, écoutez bien, si vous aviez été propriétaire du bien depuis la souscription du contrat, avant la levée d'option, que se serait-il passé ? Vous auriez amorti le bien.
Et vous auriez une fraction de court terme pour cet amortissement. Depuis la souscription du contrat, considéré comme une acquisition de biens par le fisc depuis 1989, vous l'auriez amorti jusqu'à la cession du bien. C'est-à-dire qu'il y a un amortissement complémentaire. Souscription de notre contrat jusqu'à la levée d'option. Le reste, vous l'avez comptabilisé, l'amortissement, mais pas le premier, puisque vous étiez en 612. Et là, eh bien, il faut faire un calcul particulier. L'administration a créé une notion d'amortissement pour vous rajouter aux vrais amortissements pratiqués une fraction complémentaire assimilée à du court terme, de façon à ce que la fraction court terme soit beaucoup plus importante. Elle serait comme si vous aviez acquis le bien à la date de souscription du contrat. Vous voyez, cette loi de finances 89, elle ressort à ce moment-là. Et ça, c'est une difficulté. Alors, bien entendu, ils auraient pu faire simple, en disant, cette première partie de court terme, je vais la faire calculer comme si, et c'était l'idée au départ, comme si la société était propriétaire du bien depuis le début, en fonction de ses caractéristiques propres, de ses habitudes, en fonction de la durée d'utilisation qu'elle prévoyait sur ce bien, de la nature du bien, etc. Ça aurait été simple. Bien non. Ils ont inventé un calcul assez bizarre qui s'appelle l'amortissement théorique fiscal, qui va créer un complément de fraction à court terme. Alors, qu'est-ce que c'est et comment calculer cet amortissement théorique fiscal? Et ça, c'est assez curieux, nous y venons maintenant. Eh bien, on est parti sur quelque chose qui est illogique. Alors qu'il aurait été simple, comme je disais, de dire faisons comme si le locataire était propriétaire d'entrée, puis voilà. Eh bien non, on est parti sur quelque chose de bizarre. Alors que l'administration fiscale dit je ne connais pas le contrat, je connais que le bien. D'abord, au niveau du bien lui-même, il était simple de prendre la valeur du bien au départ. Bien, on a pris quelque chose qui était anormal à l'époque, mais qui est devenu logique maintenant avec les nouvelles dispositions, comme on les a apprises, si vous voulez, applicables en 2005. Parce qu'on a dit valeur du bien à l'origine, moins levée d'option. Alors c'est vrai que, avec les nouvelles dispositions de 2005, cette chose-là, cette déduction de levée d'option, moi, je la considère comme normale, puisque vous savez que maintenant, normalement, la base amortissable d'un bien, on déduit la valeur résiduelle si elle est significative. Là, on la connaît, puisque c'est la levée d'option. Donc, ça devient naturel. Ce qu'il est moins, c'est qu'on divise ça par la durée du contrat. Alors que l'administration fiscale dit le contrat, pour moi, n'existe pas. Et on va multiplier ça par la durée de détention. Alors, dans le cas classique qui nous occupe, au programme de votre DCG, il est évident que si on part du principe que le souscripteur du contrat ne cède pas le contrat, lève l'option, eh bien la durée de détention, c'est également la durée du contrat. C'est-à-dire que la fraction à court terme que l'on va ajouter au vrai court terme, vrai entre guillemets, comptable, eh bien ça va être quoi? Ça va être le prix du bien. Le prix du bien diminué de la levée d'option. D'accord? Tout ceci va être à court terme. Donc on va prendre en court terme cet amortissement théorique fiscal, qui est égal au prix du bien diminué de la levée d'option. On va y ajouter les amortissements pratiqués après la levée d'option, qui sont des amortissements comptables réels, etc. Et nous aurons la fraction totale à court terme. Et par rapport à la plus-value, si la plus-value est supérieure, la différence sera qualifié de long terme, puisque nous sommes dans la rubrique société relevant de l'IR. D'accord? Donc, je regrette beaucoup cette formule qui apparaît sur l'écran. Je la regrette beaucoup parce qu'on aurait pu faire quand même plus simple. Et je vous rassure, il a été reconnu qu'elle n'était pas simple, elle n'a pas été supprimée. Mais pour les contrats de crédit-bail immobilier après le 1-1-1996, on l'a enfin remplacé. Mais attention, ça existe toujours. On l'a remplacé dans certains cas que nous étudierons sur la prochaine intervention. Contrat de crédit-bail immobilier. Ça veut dire que ça existe toujours. Particulier, bien sûr. Alors, il nous reste à terminer, à dire
bien préciser ce que c'est que cela. Attention, ne confondez pas, ne faites pas d'erreur. Cet amortissement théorique fiscal ne se comptabilise pas. Ce n'est pas un amortissement dérogatoire, attention. C'est, quand on a défini une plus-value imposable, c'est la définition d'un court terme. Donc attention, ça ne se comptabilise pas. Bien, alors, ça amène pour moi une remarque à vous faire qui peut vous aider. Dans tous les cas de figure, sachez que, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire dans tout le calcul des plus-values, quand nous sommes, plus-value de cession, quand nous sommes chez une société relevant de l'IR, vous connaissez peut-être la règle, mais je préfère vous la rappeler, nous pouvons avoir du long terme, dans tous les cas de figure, que lorsque le prix de cession excède le prix d'origine du bien. D'accord ? Puisque tout l'amortissement sera toujours du court terme, et c'est ce qui excédera, qui ne pourra être que du long terme. Donc ça, vous pouvez le garder en mémoire. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile, quand je pose la question aux étudiants et je leur dis, dans le hors crédit bail, quand je leur dis, dans le cas classique d'une cession, nous sommes chez une société relevant de l'IR, quelle est la fraction à court terme ? Et les étudiants ne finissent jamais la phrase. Et ils disent simplement, c'est le montant des amortissements pratiqués. C'est faux, c'est archi faux, il faut finir la phrase. Et c'est pour éviter cette erreur que je préfère calculer à l'envers. Parce que la phrase c'est égal au montant des amortissements pratiqués et déduit fiscalement. Or, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des amortissements qui ne sont pas déductibles. Alors, pour éviter, et c'est systématique, on m'oublie cette fin de phrase. Alors, pour éviter cela, moi je dis, il y a long terme quand le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Et là, il n'y a pas d'erreur possible. D'accord ? Parce que, ou alors, il faut bien savoir la fin de phrase et bien l'appliquer, en plus. Et dans certains cas, ça peut provoquer des erreurs. Voilà, on peut dire que notre première partie se termine. Vous vous êtes rendu compte que le crédit bail immobilier, c'est ce qui paraît être le plus intéressant au niveau de l'examen. Ça ne présente pas de difficultés insurmontables malgré tout. Elles vont arriver sur la prochaine intervention que nous aurons. Parce que le crédit bail immobilier, alors là, nous allons être obligés de traiter aussi la fiscalité qui y est attachée et elle va nous procurer beaucoup de soucis. Alors, en attendant, bon courage et puis à très bientôt.